Il n'y a pas un prototype de haut potentiel, il y a une grande hétérogénéité de profils, même si sa caractéristique réside dans sa capacité à réaliser des performances que la plupart des individus de son âge n'arrivent pas à accomplir. Donc, la caractéristique du haut potentiel réside dans le fait qu'il dispose d'aptitudes qui sont nettement supérieures à celles de la moyenne de sa classe d'âge. Et c'est d'autant plus vérifiable auprès des enfants, parce que je vous rappelle que tout individu haut potentiel a été un enfant précoce. Alors toutefois, il y a certains hauts potentiels qui se distinguent non pas par leur performance, mais qui se révèlent au travers de la difficulté, de certaines difficultés. Et dans ces cas-là, ces profils de haut potentiel ont un fonctionnement qui est complètement différent de celui de leur père et qui bien souvent va générer de la souffrance. Donc on va aborder ici aujourd'hui une partie de ces difficultés. Majoritairement, le haut potentiel a un traitement global et simultané de l'information. C'est-à-dire qu'il utilise une mémoire épisodique. Alors c'est quoi une mémoire épisodique? C'est quand l'information est encodée, emmagasinée dans une mémoire à long terme, dans un contexte. Donc c'est une prise en considération globale dans un contexte, ce qui lui permet de faire des analogies avec d'autres situations. Ce qui va générer chez lui une pensée qui est beaucoup plus intuitive et rapide que les autres. Alors vous me direz, ça c'est une force, et effectivement, c'en est une. Mais ça peut être aussi une source de difficulté, notamment dans sa difficulté dans la persévérance ou dans la régularité d'une tâche qui sera demandée d'être accomplie de façon à acquérir un savoir-faire ou une connaissance. La première des difficultés qui peut être générée dans ce sens, dans l'apprentissage, c'est l'absence de méthode et une difficulté face à l'effort, à fournir un effort. Il faut savoir que le haut potentiel, il comprend vite. Donc, il n'a pas besoin de fournir un effort et une mise en œuvre et une stratégie par des méthodes et des réflexions pour pouvoir trouver la bonne réponse. C'est un avantage parce qu'il va très vite, il a une réponse très rapide par rapport à des questions qu'on va lui poser, mais lorsqu'il est enfant, par exemple, ça va devenir problématique et ça va le desservir, ce mode de fonctionnement, lorsqu'il va falloir expliciter comment il procède pour arriver à la résolution du problème. Et plus tard, quand il va être adulte, quand on lui demandera dans un cadre bien précis où il sera amené par son activité à développer de façon très pragmatique, méthodologique, un processus de façon à accomplir une méthode pour pouvoir générer un savoir-faire ou aménager ou performer dans une opération ou un process évolutif. Alors c'est aussi l'ennui qui va induire cette difficulté cognitive, notamment parce qu'il a un rythme d'acquisition des informations assez rapide, plus rapide que la moyenne, une mémoire parfois pour certains exceptionnelle qui lui permet de retenir très rapidement et très facilement les informations, et qui fait que par exemple certains hauts potentiels vont être premiers de la classe alors qu'ils n'auront jamais ouvert un livre. Donc dès qu'ils s'ennuient, eh bien, ils se déconcentrent facilement et ça peut les amener à une démotivation et à un manque d'intérêt. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans un endroit où on est censé recevoir de l'information,
comme à l'école par exemple, ou plus tard en tant qu'adulte dans un centre de formation, ou au cours des différentes phases de sa vie où on a à recevoir un certain nombre d'informations, il va y avoir cette difficulté ressenti par rapport au fait que ça va pas assez vite. C'est bon, j'ai compris en 5-10 minutes, alors que le reste des personnes qui sont neurotypiques, normaux pensantes, vont avoir besoin d'un certain nombre un certain temps d'intégration pour l'information. Donc ce qui fait qu'en fait, ça le déconcentre très rapidement et il décroche, il peut décrocher et se sentir démotivé, à ne pas trouver de sens à tout ça, trouver que finalement ça manque d'intérêt et c'est pas assez rapide. Ce que va induire l'ennui, c'est des troubles de l'attention qui peuvent se développer. On a du mal à rester concentré et focus sur l'enseignement d'une personne ou dans un cadre et dans des conditions spécifiques, notamment à l'école. Une instabilité psychomotrice, c'est-à-dire qu'en fait on a du mal à rester mobile, immobile plutôt, et à tripoter par impatience, par ennui, tout un tas de choses autour de soi pour passer le temps qui finalement n'a rien à voir avec l'enseignement et la formation qui est dispensée à ce moment-là. Et cette instabilité psychomotrice va être nécessaire parce que l'esprit, le corps aura besoin de s'occuper pendant cette phase d'ennui. Puis ça peut aussi développer des troubles anxieux parce que pendant que l'esprit n'est pas occupé à accueillir de nouvelles informations qui en général sont très demandées par les hauts potentiels, eh bien il est occupé par sa grande imagination à développer des projections ou des scénarios plus ou moins viables sur d'autres sujets. Alors ça peut venir aussi de l'opposition, qui est, on peut détecter ces troubles-là, ils peuvent être induits par cette capacité qu'ils ont dans la pensée divergente. L'opposition, elle va apparaître lors de tâches répétitives. Le haut potentiel a horreur de ça, c'est-à-dire recopier, apprendre par cœur, et des tâches qui sont jugées inutiles, c'est-à-dire qui n'ont pas de sens, en tout cas pour lui ou elle. Et il y a aussi, qu'il ne faut pas oublier, une opposition, c'est-à-dire l'évitement de ces tâches, qui peut être générée aussi par les troubles 10. Et il est important de les détecter le plus tôt possible. Parce que ça veut dire que par cette opposition, donc ce qui signifie l'évitement de tâches à réaliser, où il a du mal à être dans la persévérance, l'apprentissage demande de reproduire quand c'est pas déjà acquis, quand c'est pas ce qu'on appelle inné ou intégré rapidement, une persévérance dans faire et refaire régulièrement avec persévérance différentes tâches pour que le cerveau intègre la voie, le mode de fonctionnement et que ce soit définitivement acquis. Lorsque le haut potentiel manifeste des troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie, dysprasie, etc., etc., et bien du coup, il va éviter en fait les tâches. Par exemple, s'il a des difficultés graphomotrices, il va éviter les tâches graphiques. S'il a des difficultés dans la lecture, donc tout ce qui est visuel et la lecture avec des lettres, eh bien il va éviter toutes les tâches qui sont en lien avec la relecture ou éventuellement l'écriture. Donc ça peut s'identifier très jeune auprès des enfants, mais ça peut aussi se révéler chez les adultes qui n'auraient pas été identifiés dans un trouble 10. Il est fondamental d'identifier tout ça
parce que si ces difficultés ne sont pas identifiées, jeunes, enfants, eh bien, par la suite, ça va donner adultes des individus qui auront du mal dans l'apprentissage, qui auront du mal à être dans la persévérance, à développer quelque chose de nouveau, des compétences nouvelles en eux, qui auront du mal à se mettre en action dans l'apprentissage. Parce que bien souvent, un haut potentiel, dès qu'il n'y arrive pas tout de suite, dû en fait à ses nombreuses compétences, et même s'il n'en a pas énormément, en tout cas quand il en a, il peut être, en fait il est très performant, ce qui fait que vous aurez bien compris que ça va développer chez lui la flemme d'apprendre. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'il croit que tout le monde a les mêmes capacités que lui. Ce qui fait qu'il ne saisit pas que les autres développent et arrivent à développer leur performance à force d'efforts et de persévérance. Et c'est quelque chose qui lui manque. Donc c'est finalement le défaut de sa qualité. Donc vous voyez bien l'importance réelle de bien prendre conscience de ça. Et si vous êtes adulte, de capter cette information, de bien l'identifier, j'espère, grâce à cette vidéo, pour pouvoir bien identifier que si vous n'arrivez pas tout de suite à faire quelque chose, ça ne signifie pas que vous ne soyez pas capable de la réaliser. Ça vous demande juste d'apprendre, de réapprendre à travailler, de réapprendre à fournir un effort avec persévérance, avec régularité, pour pouvoir atteindre l'objectif qui est de développer une compétence en particulier. Mais ça ne signifie pas que vous n'êtes pas capable d'y arriver. Et ça fait toute la différence. C'est très important. En tout cas, ça vous aidera pour la valeur que vous vous renverrez de vous-même. Donc la solution, en fait, à toute ces difficultés qui peuvent se manifester au niveau cognitif chez le haut potentiel, ça va être bien évidemment, et je vous renvoie à aux vidéos précédentes qui ont été réalisées pour identifier les troubles. Déjà, c'est identifier le profil, le bouquet d'intelligence dont l'individu est détenteur, et puis ensuite de pouvoir identifier une difficulté et un trouble 10 s'il y a. Ça n'est pas une obligation. Le trouble 10 n'est pas automatiquement associé à l'individu au potentiel, mais s'il est là, vous voyez bien l'intérêt qu'il y a à le détecter pour pouvoir justement mettre en place la stratégie auprès d'un professionnel pour accompagner l'individu de façon à ce qu'il performe au mieux dans cette compétence. Et puis, bien entendu, eh bien, ce que j'appelle coaching, c'est-à-dire un accompagnement professionnel. Alors, dès que c'est identifié, notamment chez les enfants, il est important que les parents peuvent se former à ça. Il existe de nombreux ouvrages et des professionnels pédopsy qui sont spécialisés dans l'accompagnement des hauts potentiels, des enfants adolescents hauts potentiels, mais ça peut être aussi un professionnel spécialisés dans l'accompagnement des hauts potentiels qui connaissent leurs spécificités et leurs difficultés éventuelles et qui vont les accompagner pour pouvoir développer leur aptitude cognitive, c'est-à-dire vraiment leur réapprendre à travailler. L'intérêt de rentrer dans une dynamique et une manifestation de persévérance dans l'exercice soit de la motricité ou bien dans des techniques d'apprentissage qui vont être aussi très ludiques parce que l'individu haut potentiel n'est pas au niveau cérébral formaté comme les individus normaux pensants. Il a un développement cérébral qui est complètement différent, une ergonomie cérébrale différente. Et donc, ce qui est intéressant aussi pour les enfants, mais aussi pour des adultes, c'est que l'apprentissage de
d'aptitudes cognitives soient réalisées au travers d'outils pédagogiques qui sont vraiment adaptés à l'ergonomie cérébrale de l'individu. Alors, je vous invite à réécouter ou à identifier les différentes difficultés que vous pouvez reconnaître éventuellement chez vous ou chez votre enfant et de pouvoir commenter comment vous avez fait, quelles sont les solutions que vous avez pu trouver pour pouvoir justement rééquilibrer tout ça, développer, réapprendre à développer vos aptitudes cognitives. Si vous avez détecté sur le tard des difficultés liées à des troubles 10, et qu'est-ce qui vous a aidé pour rééquilibrer la situation et quels sont les retours positifs que vous en avez aujourd'hui.